Allez, c'est parti. Bonjour, bonsoir, messieurs. Bienvenue sur Bionumérica, le podcast qui réfléchit et qui vous fait réfléchir sur le numérique. Je dis bonjour à Adrien, en premier. Bonjour. Bonjour Lionel. Bonjour et bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent ou nous écouteront. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est venu assez naturellement dans nos conversations. On s'est interrogé sur qu'est-ce qu'un souvenir au XXIe siècle. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et avant de démarrer, j'ai envie de vous dire un peu dans les grandes lignes ce que cette idée du souvenir au XXIe siècle nous a évoqué. Je vais essayer de résumer un peu les échanges que j'ai eus en off avec Adrien et Lionel. Alors, qu'est-ce qu'un souvenir en 2025, enfin au XXIe siècle? Finalement, c'est des mégaoctets quelque part dans un data center obscur de Google, qui lui, le data center, il est bien réel. Il est énergivore, c'est des ogres boulimiques en électricité. Vous serez d'accord avec moi, j'imagine. Mais finalement, dans quel monde, à l'heure actuelle, vivons-nous? Pour les générations, enfin les nôtres, qui sont toujours là et qui ont grandi au XXe siècle, dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, est-ce qu'on peut se réclamer finalement comme les derniers humains qui possèdent des réels souvenirs authentiques que l'on a vécu intensément, sans appareil que l'on appelle un smartphone pour venir les capturer? Parce qu'on pourrait aussi se poser la question, maintenant, finalement, nos souvenirs, ils sont réduits aux souvenirs de comment nous avons capturé un moment. Je me souviens de cette soirée parce que j'ai fait un réel Insta, va le voir. Je me souviens de ce bon moment qu'on a passé ensemble. Rappelle-toi, j'ai fait un short, il est sur YouTube. J'aurais pu dire un Snap ou un TikTok, c'est la même chose finalement. Alors, tous ces moments qu'Internet, lui, n'oubliera jamais, parce qu'on le sait maintenant, Internet n'oublie rien. Aller effacer des informations, c'est la croix et la bannière, c'est une expédition. Finalement, comparé à un vrai souvenir, un souvenir authentique qu'on a vécu intensément comme acteur de sa vie, est-ce que ces souvenirs-là, ils sont encore possibles? Alors vous allez me dire, oui, jette ton smartphone et vis ta vie. Mais est-ce qu'on est prêt à jeter notre smartphone? C'est la question qu'on se pose. Donc maintenant, on va commencer à discuter sur le sujet. Le smartphone, finalement, il nous force à devenir des spectateurs et non des acteurs. Donc je pars sur le premier thème que j'ai mis en intro de ce lancement, c'est finalement, c'est quoi un souvenir maintenant? C'est des mégaoctets quelque part sur Internet? Enfin, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, Lionel? Ah d'accord, bon, tu me lances, alors Ouais, j'y je te vais. lance parce que... Mais c'est vrai que c'est parti d'une discussion qu'on a eue comme ça, complètement par hasard, à bateau rompu. Et c'est vrai qu'on se pose la question souvent aujourd'hui de comment je vais pouvoir m'assurer que je n'ai pas perdre ce moment que je passe avec, je sais pas, la naissance de mon enfant, un concert, l'anniversaire de ses parents. Alors moi, je pense que on a toujours été accro à des objets, des technologies pour nous aider à ne pas oublier, en fait. Mmh. Et c'est la peur de l'oubli, je pense même, ça va même à l'identité de ce que c'est qu'un être humain. Mmh. Je vais repartir de quelque chose qui me semble important, en tout cas personnellement. Je me dis, mais finalement, si on n'arrive pas à se rappeler de qui on est, Mmh. de d'où on vient, Oui, là, tu vas loin, là. Oui, non, mais c'est vrai, faut c'est se lié à souvenir, quelque part. hein. Et ça m'arrive des fois de dire, enfin, ça m'est arrivé en tout cas de partager cette réflexion avec des étudiants. Finalement, l'être humain, c'est un être de mémoire. Tu lui enlèves la mémoire, qu'est-ce qui reste? Et j'écoutais il y a pas très longtemps encore une émission radio, c'était très intéressant, dans lequel on essayait
enfin, la réflexion, c'est pas moi, hein, bien sûr. À la réflexion de la personne qui était interrogée, donc un scientifique, hein, ben, quelle était la différence finalement entre un cerveau, le cerveau de l'homme de Cro-Magnon et le cerveau aujourd'hui? Et en fait, Mmh. il n'y a aucune différence. Physiologiquement, c'est exactement le même. Et là, ça a enclenché sur une discussion dans laquelle finalement, qu'est-ce que c'est la différence? Beh, c'est finalement cette, capacité à rendre abstraites les choses et à les mettre dans des symboles. On symbolise les choses, ce qui fait que, ben, une personne qui, un enfant aujourd'hui au 21e siècle, ben, on va lui apprendre des concepts mathématiques, pour prendre cet exemple, parce que les maths, Mmh. c'est un petit peu la on arrive tous à comprendre que les mathématiques, c'est un pouvoir d'abstraction très, très Mmh. élevé, qui fait que, eh ben, dans les 4, 5, 6 ans, début de sa vie, il va avoir beaucoup plus de compréhension des mathématiques, qu'une personne il y a, même, voilà, un siècle, peut-être même Mmh. 50 ans. Parce qu'il y a un formalisme et ce formalisme repose sur des symboles et ces symboles permettent d'aller beaucoup plus vite dans la réflexion, et ce pouvoir d'abstraction. Alors j'ai été un petit peu loin, je suis désolé, Mmh. et finalement si on essaye de partir d'un petit peu de cette généralité, nous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait quels sont ces symboles qu'on crée et qui font qui nous sommes? Quand on va se rencontrer, Mmh. voilà, Adrien, qui tu es? Harry, qui tu es? Bah, Mmh. les auditeurs, auditrices, qui êtes-vous? Et Mmh. ben, c'est tous ces petits symboles qu'on a générés depuis qu'on est né, qu'on a, quelque part dans notre cerveau, très certainement, qui permettent de, faire ces petits raccourcis et de retrouver un petit peu en très peu de temps, et ben, je suis, telle personne, je peux me qualifier de telle façon, et cetera, et on peut, ouvrir des boîtes, ainsi de suite. Et effectivement, un enjeu majeur là-dedans, ce sont les souvenirs, c'est-à-dire, je me souviens que j'ai fait ça, ce qui fait que je suis ainsi. Je me Mmh. souviens que, j'ai, eu un moment de générosité avec quelqu'un, donc je sais que je suis capable de générosité. Je Mmh. suis une personne généreuse. Mmh. On va un petit peu, à ce niveau-là, et ça va maintenant, on va rajouter une composante supplémentaire, c'est l'interaction avec les autres. Je me rappelle que j'aime ma maman parce que ma maman m'a apporté des choses qui ont fait naître en moi cette émotion, et cetera. Et D'accord, mais ce juste une souvenir-là, chose, oui. si tu me permets de te reformuler pour simplement pour Oui, suivre oui, le bien fil sûr, ouais. conducteur du podcast, c'est que même au XXIe siècle, même en 2025, alors que pour, se souvenir, on fait des millions de photos, des millions de réels et de vidéos sur YouTube et de chaque événement. Tout le monde fait des photos en permanence, hein. Le tourisme, maintenant, c'est devenu finalement un safari photo, sur tous les grands sites touristiques du monde. On a quand même toujours ce circuit du cerveau primitif qui, lui, qui a un type de souvenir d'une certaine nature, mais qui sont consubstantiels à l'apprentissage de la vie, quoi, par rapport à sa personnalité. Tout à fait. C'est ce qui je pense en tout cas, j'ai je malheureusement je suis pas un anthropologue, je suis pas, Mmh. un neuroscientifique, j'ai pas, toutes ces connaissances, mais une réflexion, on va dire, assez, voilà, j'éveille un petit peu des réflexions, et effectivement, je pense qu'il y a un lien qui est très fort. Et là où je veux en venir, c'est que finalement, quand on substitue finalement, des souvenirs qui proviennent de nos propres perceptions, nos propres Mmh. sens, parce que c'est finalement ça que ça éveille. Je vais faire une petite parenthèse, mais, le cerveau, c'est beaucoup de processus physiques et chimiques qui se Mmh. déclenchent par, des émotions. Ces émotions, aujourd'hui, elles sont complètement reliées à des mots. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un, «C'est bien ce que vous avez fait», vous allez éveiller des émotions et des sentiments qui seront absolument pas les mêmes que «C'est pas bien ce que vous avez fait». Et dans un contexte qui est, en relation avec une mémoire, donc un Mmh. souvenir, cela va marquer la personne. D'accord? Mmh. Ça va générer des connexions neuronales qui vont pas être du tout les mêmes, et ça va générer une morphologie interne du Mmh. cerveau. C'est purement physique, c'est purement physiologique. Donc qu'est-ce qui se passe finalement? C'est un petit peu là l'idée, du podcast. Qu'est-ce qui se passe si je substitue ça à mettre entre moi et cet environnement, un objet numérique? Cet objet D'accord. numérique, il va absorber à ma place finalement ce que je devrais, recevoir peut-être pour Mmh. générer, construire voilà, cette morphologie spécifique qui va être une identité, voilà, très très personnelle, D'accord. très intime de qui je suis. Voilà. Donc c'est cette question-là effectivement du souvenir. C'est très intéressant ce que tu dis. Donc le souvenir, c'est quelque chose qui est constitutif, constituant de la création de nos personnalités, de notre moi profond. Le souvenir, il est vital, je dirais, si je
en t'écoutant, ce que je ressens. Et finalement, en ayant un objet comme le smartphone et finalement tout l'univers du numérique qui nous met à distance de notre souvenir, il ne nous met pas acteur, il nous met comme, devient un intermédiaire finalement entre le réel et nous. Est-ce que ça peut avoir une incidence dans la construction de notre personnalité? Là, c'est dur de s'exprimer sur le sujet, parce que là, on défriche quelque chose d'assez flou, mais est-ce que tu penses qu'il y a une incidence? Qu'est-ce que tu verrais comme incidence du smartphone par rapport à la construction du soi? A priori, effectivement, je pense que oui, il y a une modification et je pense que d'une certaine façon, le cerveau, même si on ne le change pas dans sa taille, on va le changer dans sa façon d'interagir avec son univers, interagir avec des écrans ou interagir avec des objets numériques. Effectivement, si on suit un petit peu la logique dans laquelle je me suis, j'ai développé le raisonnement, effectivement, il y aurait très certainement une façon différente de se modifier. D'ailleurs, on peut, observer que dans les relations sociales, souvent on les fait, maintenant à travers, des réseaux sociaux. Donc là, j'ouvre encore une boîte, peut-être que ça pourrait être, l'idée, enfin une question qui pourrait être développée à un autre moment. Mais, si on revient un petit peu sur l'idée donc de cette idée donc du podcast, donc qu'est-ce qu'un souvenir au XXIe siècle? Heu, Cet élément qui est constitutif finalement, on va plus le vivre, donc ça va plus vraiment nous permettre de nous construire cette identité. Mais en plus, et c'est ça qui est assez intéressant, en tout cas tel que je le perçois, c'est un peu personnel tout ça, on va en générer beaucoup et on va les stocker beaucoup. Pour revenir un petit peu à ce que tu disais, on les stocke plus vraiment dans notre mémoire finalement. On stocke des événements dans des data centers, dans des gros disques durs et la perception de ce souvenir, de cet objet numérique qui va être stocké dans ce data center, bah, la question c'est qu'est-ce que nous on en a vécu? Qu'est-ce que nous on en a retenu dans notre cerveau pour se construire, nous-mêmes? D'accord, c'est intéressant. Je ne sais pas si Adrien veut rebondir ou... Oui, oui, je voulais appuyer sur le fait que déjà d'un point de vue physiologique et psychologique, fallait un souvenir déjà, c'est pas stocké dans un cerveau comme sur un disque dur, donc ça a toujours été quelque chose d'assez mouvant. Et quand on se rappelle de quelque chose qui a eu lieu en 2005, si on s'en rappelle en 2010, déjà on recrée dans notre tête cette chose-là. Et si on s'en rappelle en 2015, on va peut-être surtout rechercher à nouveau le souvenir qu'on en a eu en 2010, qui fait déjà interface par rapport au vrai souvenir d'origine. Enfin, en fait, notre mémoire évolue, quoi. Et c'est moins le cas maintenant que tout est stocké. Alors bien sûr, avant, on pouvait déjà prendre des photos ou écrire un journal intime, mais bon, on le faisait quand même beaucoup moins que de nos jours. C'est pas la même chose, quoi. Donc aujourd'hui, on est quand même présenté devant des stockages qui gravent dans le marbre des choses beaucoup plus figées, ce qui peut être bien ou pas bien, je ne sais pas. Je pense quand même que ça peut être, ça a des avantages d'un point de vue d'exactitude pour faire nos autobiographies au soir de notre vie, peut-être. Par contre, ça peut rendre plus difficile certains, le mot cope en anglais, je sais pas comment dire je sais plus comment dire en français, mais pour atténuer des choses qui auraient pu être douloureuses dans le passé, ça peut être plus compliqué avec cette chose-là. Même si, pour en revenir à ce que tu disais dans l'introduction, Harry, internet n'oublie pas. Alors c'est vrai que quand il y a des harcèlements et tout sur les réseaux sociaux, ça peut devenir quelque chose qui pendant des années reste pénible. Mais en vrai, malheureusement, j'y crois de moins en moins à ça, parce que maintenant, il suffit qu'une entreprise en ait marre de stocker tes données, et puis du jour au lendemain, plein de choses que tu as stockées où tu pensais que ça allait tenir des décennies, bah, ça peut sauter à tout moment en vrai, hein. Bien sûr, Google est très costaud, mais on ne sait jamais, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et tiens, d'ailleurs, Google, je ne sais pas si vous allez me dire si vous vivez la même chose. Moi, en ce moment, je ne synchronise pas mes photos avec. Bon, j'ai des comptes, hein, Gmail et tout, mais je ne synchronise plus mes photos. Je le faisais à une époque quand je vivais en Allemagne, en fait, et régulièrement, chaque année, j'ai mes images qui sont dans Google Photos, Google Images, je ne sais plus comment ça s'appelle. Régulièrement, il me les repropose. Il me dit: «Ah ben, un 6 janvier machin, en 2010, vous faisiez ceci». Mais en fait, j'ai tout ce temps ces souvenirs-là qui reviennent, donc
c'est parce que j'ai rien entre-temps, quoi. C'est assez rigolo que de voir que Google me propose il a pas grand-chose sous la main, donc il me rabâche tout le temps les mêmes souvenirs. Alors du coup, je les connais bien, il y a pas de souci, mais mais c'est assez drôle, ouais. Moi, je voulais apporter mon éclairage aussi, du coup, sur une idée que j'ai souvent en vivant dans ce monde que je trouve un peu fou des fois, moi, qui marche sur la tête. C'est que lorsqu'on regarde Instagram, finalement, tout le monde fait les mêmes photos des mêmes endroits. Parce qu'il y a pas je sais pas si tu vas faire des photos de la Tour Eiffel, enfin, tu as pas 10 millions de plans. Finalement, tu vas te positionner à tel ou tel endroit, tu vas aller sur le pont en face, enfin. Et j'ai cette sensation que tout est uniformisé, tout se ressemble. C'est-à-dire que tout le monde a les mêmes photos, les mêmes comptes Instagram avec plus ou moins les mêmes filtres et qu'on pourrait passer le cap assez rapidement du clonage. Enfin, on est clonés, je veux dire, on se ressemble tous et finalement les singularités, les aspérités que font une personnalité, elles sont gommées par cette manière qu'on a maintenant de se créer des souvenirs par la photo avec le smartphone qui est quasi obligatoire, hein. Je veux dire, où que tu vas, et je suis le premier à le faire, hein, tu sors ton smartphone pour faire une photo que tu ne vas pas revoir, que tu n'iras peut-être plus consulter, ou peut-être un soir comme ça, un dimanche soir pluvieux en hiver, tu vas tomber dessus et tu vas pas forcément être synchro avec l'émotion que tu avais à ce moment-là. C'est pour ça, moi, je fais vraiment une dichotomie entre l'émotion intense que tu as vécue sans toucher à ton smartphone parce que tu étais projeté dans l'instant et qu'il s'est passé quelque chose, une sorte d'alchimie qu'on ne peut pas expliquer, qui fait que tu as un souvenir intense, puissant, et qui, je rebondis sur ce qu'a dit Lionel en début d'échange, finalement participe à la construction de ta personnalité, de ton moi. Donc, et les souvenirs qui sont tous les mêmes photos, les mêmes choses, ta photo ressemblera à celle d'un autre, et tu deviens de plus en plus lisse, de plus en plus transparent. Voilà, moi, cette sensation que j'ai d'un souvenir au XXIe siècle, c'est qu'ils se ressemblent tous. Ouais, je trouve que, c'est bizarre, moi je pense que c'est normal presque qu'on ait besoin de se ressembler, tous, mais enfin je vais aller jusqu'au bout, hein, Mmh. mais d'un point de vue, je veux dire, social, c'est important qu'on ait il y ait une unification un petit peu, qu'on se retrouve tous sur quelque chose. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que cette unification maintenant, elle a traversé les frontières. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait, d'une certaine façon se dire, bon ben, OK, il y a des gens, qui vont, visiter tels endroits comme tu dis, ils vont prendre, des photos d'autres personnes, tel autre endroit, prendre, d'autres types de photos. Effectivement, maintenant, on a tous les mêmes outils pour prendre ces photos et on a tous aussi ces mêmes, comment ça s'appelle, comme tu dis, cette même besoin à travers Instagram ou WhatsApp, qui sont déjà des systèmes uniformisés, de transmettre ce média-là. Avant, il y avait beaucoup plus de façons très différentes finalement. Ce que je veux dire par là, c'est que avant, enfin nous trois, je pense que ce qui est très intéressant, c'est que on a vécu le monde analogique, la transition vers le monde numérique, et là, on rentre dans du tout numérique. Et quand on était dans le monde analogique, et ben, cette question d'avoir des technologies, je reviens dessus, on a toujours eu, finalement, et peut-être, c'est des choses, qu'on ait eu un smartphone, qu'on ait un smartphone aujourd'hui ou un appareil photo avant, on a toujours eu besoin, Adrien il faisait allusion effectivement au carnet intime, ou à des prises de photos et autres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans les années 80, ces outils, on les avait là, mais ils créent une diversité de créer des souvenirs. Quand tu écrivais dans un carnet intime, quand tu écrivais même tout court, tu crées du souvenir. Parce qu'un jour, tu les relis et tu dis: «Ah oui, effectivement», et ça te rappelle, et effectivement, comme tu disais, ça te remémore des choses et que tu as envie de te les remémorer.
quand tu prends des photos avec un appareil analogique, bah, tu avais beaucoup de limites déjà hein, pour prendre un appareil photo. Je ne sais pas si des gens qui nous écoutent ont connu ça, ou des gens aujourd'hui, en tout cas, ont tenté de prendre des photos avec un appareil analogique, mais c'est des pellicules de 20 photos, il fallait les envoyer à développer, il fallait attendre qu'elles se développent. Des fois, ben, c'était bien prise, des fois, c'était pas bien prise, des fois, on n'avait aucune idée de ce qui allait en ressortir. C'était assez incroyable, quoi. C'était toute une aventure. Et puis, il y avait aussi les diapositives. Et on peut dérouler plein de choses comme ça. Et à ce moment-là, effectivement, il y avait, moi, je me rappelle, en tout cas, je sais pas vous, mais je me rappelle qu'il y avait des moments où, en famille, on s'asseyait ensemble et puis on regardait et on visualisait ces souvenirs ensemble. Vous savez, quand nos parents ils revenaient avec les photos des vacances, on s'assoyait et puis on les regardait les unes derrière les autres ensemble Mmh. et puis on se rappelait les histoires, etc. Bah tiens, c'est machin qui faisait ça, etc. On recrée cette narration de ce moment qu'on a vécu. Et c'était très important parce que ça crée un petit peu l'histoire de la famille, l'histoire de ce nucléus, voilà, Mmh. nucléus familial. Pour prendre cet Mmh. exemple. La Mmh. même chose avec un groupe d'amis, la même chose, avec, plein de monde. Donc, ce qui se passe, moi j'ai l'impression effectivement il y a une uniformisation de comment on crée, les supports des souvenirs. Qu'on a aujourd'hui avec le monde numérique, qu'on n'avait pas avec le monde analogique, par lequel ça passait par différents, médias, technologiques différents et différentes façons d'interagir. Et puis, il y avait des pays dans lesquels, on mettait plus à l'honneur la photographie, dans d'autres pays plus enfin, peut-être j'exagère parce que mais ce que j'essayais de dire par là, c'est qu'il y avait en fonction même peut-être des cultures, une façon, un devoir à la mémoire, un devoir, de comment mémoriser les choses, qui était, différente. Aujourd'hui, j'ai l'impression effectivement, et là je rejoins ce que dit Harry finalement, que cette uniformisation des moyens fait qu'on uniforme la façon de créer ces souvenirs. Et d'une certaine façon, ben, effectivement, ça pourrait donner une sorte uniformisation des cultures ou peut-être même de la façon d'interagir. Oui, J'ai connu, oui, oui, ouais. Les soirées diapos, je sais pas si tu en as fait, Harry? Ouais, j'ai connu aussi ça, les soirées diapos et même les soirées Super 8. Mon père avait une caméra Super Ah, 8 alors encore mieux! et bon, malheureusement, tout ça a été perdu dans ma famille. Le maintien de la mémoire, c'est pas pas une priorité malheureusement. Mais ouais, on a connu ça. Mais il faut se rappeler que c'était vu comme un truc super ringard. Il y a eu toute une époque où quand on parlait de soirée diapo, c'était pour s'en moquer, même si en vrai, c'était un rituel souvent familial et assez sympathique, c'est sûr. Et puis ça permet du coup d'échanger devant les souvenirs, c'était intéressant, hein. Moi, je rebondis sur ce que tu as dit, Lionel. Finalement, on revient à cette réalité du monde actuel qui est la quantité qui vient tuer l'authenticité. Quand tu parlais des pellicules, on n'en avait qu'une vingtaine. Les faire ensuite, enfin sortir en photo, ça prenait 4-5 jours. Il y avait une attente. On allait vraiment s'attacher à ces photos. On allait les exposer, on allait les mettre dans un cadre, on allait les mettre dans sa chambre, à son chevet. Alors que maintenant, faire une photo, il suffit de défleurer son écran et on peut en faire. On a tous minimum 60 gigas de mémoire dans son téléphone, minimum, si ce n'est le plus, le double. Avec le cloud, on est sur des quantités gigantesques. Et est-ce qu'on imprime encore des photos? Est-ce qu'on les met sous cadre? Voilà, on revient à cette thématique, hein, on est dans un monde de l'abondance, et cette abondance, elle a aussi tué une certaine créativité, elle nous a rendu des consommateurs patentés. Et finalement, est-ce que le souvenir, maintenant, simplement, il souffre simplement du fait qu'on a tellement de médias possibles pour venir l'imprimer que il s'évapore. Alors que lorsqu'on était dans la difficulté, dans la dureté, qu'on n'avait qu'une vingtaine de photos dans la pellicule, lorsqu'on avait une seule occasion de venir mémoriser quelque chose, et ben, on mettait toute notre énergie dedans, tout simplement. Ouais, et puis c'est trop parfait aujourd'hui. C'est vrai que c'est facile de prendre des bonnes photos, même si certains vont mieux cadrer que d'autres. Je pense ce serait pas impensable de voir un jour arriver des applis qui vont suggérer des contraintes pour prendre des photos qui seront imparfaites, et ça pourrait redonner du caractère et rendre certains souvenirs mémorables. Parce que c'est vrai que quand on voit des photos qui sont juste factuelles comme un reportage, quoi. «Bah, oui, on a été là, il y avait ça» et cetera.
sans la moindre recherche artistique, c'est un peu compliqué. Mais après, la démarche artistique pure et dure, elle peut être compliquée si tu n'as pas eu une formation, une initiation en photographie ou autre. Et ça peut se retrouver, ce qu'on trouve en impro ou dans d'autres champs. La contrainte peut donner. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Linktober. Donc, tous les ans, au mois d'octobre, alors ça, c'est plutôt des gens qui savent dessiner qui s'y mettent, mais j'ai déjà essayé une fois ou deux pour rigoler. L'idée, c'est que chaque jour, il y a une liste de mots, de thèmes qui est donnée à l'avance. On peut la connaître depuis le premier du mois, mais donc, l'idée, c'est que chaque jour, on fait un dessin sur un thème qui est donné. Mais ça s'appelle Inktober, donc l'idée, c'est d'utiliser que de l'encre noire, type encre de Chine. D'accord. Voilà. Et le fait de limiter, ça, c'est intéressant. Et je pense qu'en photographie, on pourrait faire ça. Si quelqu'un, genre Instagram, faisait, voilà, vous devez faire aujourd'hui une photo, mais que, je sais pas, il faut qu'il y ait absolument deux personnes. Non, c'est vrai, c'est incroyable si Instagram nous disait aujourd'hui, vous ne pourrez faire qu'une photo dans le mois. Par exemple, là, la photo, tu vas te concentrer et tu vas Déjà, il y t'en a une rappeler. appli qui s'appelle, j'ai pas essayé, mais il y a une appli qui s'appelle BeReal où c'est soit réel, où tu es supposé. En fait, elle va te pinguer une fois dans la journée ou je sais pas combien de fois, et elle te dit maintenant, tu dois faire une photo. Où que tu sois, tu prends une photo qui prend à la fois avec la caméra devant et la caméra derrière qui regarde ta gueule. Donc à la fois, on voit l'endroit où tu te trouves et ta tête. Et il y a beaucoup de gens qui ont l'air de kiffer ça parce que du coup, on retrouve une certaine spontanéité et sincérité qui peut être rigolote. Qu'on a vu aussi avec le Polaroid. Hein. Le Polaroid, finalement, on imprimait. Alors, par contre, le Polaroid, moi, j'avais un peu suivi sa résurgence. On en trouve à la Fnac, tout ça. Mais j'ai pas l'impression que ça marche tant que ça. J'en vois beaucoup soldés. Je vois beaucoup de papiers à photos soldés. J'ai l'impression qu'il y a eu un effet nostalgie. Et puis, le confort du smartphone, la facilité, le fait qu'on puisse retoucher les photos, les effacer, etc. Finalement, le Polaroid, ça n'a pas repris, quoi. Hein. C'est la sensation que j'ai, hein, je me trompe peut-être. Hein. Alors justement, je rebondis là-dessus, justement, parce que ça m'était fait la réflexion il y a quelques temps. Je vais beaucoup sur Reddit et tout, et c'est intéressant de savoir qu'il y a un subreddit, je ne sais plus comment ça s'appelle, genre Photo Request ou je sais pas quoi, où je vois de plus en plus de gens enfin de plus en plus, ça fait quand même longtemps que ça se fait, mais il y a beaucoup de gens maintenant qui veulent modifier leurs souvenirs. Genre, ils ont une photo importante, mais genre, ils étaient avec une ex et ils veulent plus la voir, et ils viennent demander, un peu ça fait un peu Staline, mais ils viennent dire à des gens, s'il vous plaît, enlevez telle personne sur la photo, et je paye $20 à la personne qui me le fait le mieux, quoi. Donc, il y a 4-5 personnes qui vont essayer, et puis ils donnent un pourboire à ceux qui ne sont pas retenus, et puis ils donnent $20 à la personne qui a fait le meilleur boulot. Et donc, il y a plein de gens maintenant qui conservent des souvenirs censurés, qu'ils ont choisi eux-mêmes de censurer. C'est assez fou. C'est incroyable. Ah, c'est dingue. Moi, j'ai vu une pub sur Instagram, où vous l'avez peut-être déjà vu aussi, une IA anime une vieille photo. C'est-à-dire une vieille photo où deux personnes se prennent dans les bras. Donc c'est un peu creepy, mais c'est mignon. Ouais, quelque part. Mais alors, on pourrait réfléchir là-dessus finalement. Est-ce que c'est déformer un souvenir ou finalement c'est simplement faire un prolongement naturel? Et puis, est-ce qu'on revit le souvenir? Est-ce que c'est… Je pense que là-dessus, je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. On ne se rappelle jamais rien de vrai en réalité. On se rappelle, c'est très subjectif ce qu'on se rappelle, et puis plusieurs personnes qui ont vécu le même événement le verront de façon très différente. Effectivement, si cet événement il est pris en photo par différentes personnes en même temps, et ben, la photo sera la même, comme tu disais. On a une uniformisation. Là où je veux en venir, c'est que il y a deux questions qui sont posées. Est-ce qu'il est nécessaire, effectivement, de garder un souvenir ou de le modifier? Et l'autre question, c'est, ça ouvre un petit peu la question de comment on peut aussi modifier la réalité en fonction de nos besoins ou de ce, oui, enfin voilà, c'est surtout un besoin en particulier. Ça touche un petit peu même, ça va même un peu loin parce qu'avec le numérique, on arrive à faire créer des informations qui sont fausses, et les diffuser, donc les deepfakes comme on en a parlé, enfin comme on connaît, pardon. Mais en réalité, il y a pas, d'un point de vue, je dirais, personnellement, changer une photo d'un événement qu'on a vécu, c'est peut-être, ça a autant de valeur que se rappeler, suivant des propres sentiments, notre censure interne, certaines choses. Je m'explique. Il peut se passer un événement qu'on a vécu avec nos parents ou des amis, etc. Et dans le souvenir de cet événement,
notre cerveau, des fois, va s'auto-censurer, des fois pour se protéger lui-même. Mmh. C'est-à-dire qu'on va omettre certains aspects du moment. Bah, ça peut être des choses qui ont été traumatiques, hein, d'accord? Mmh, bien Alors sûr. qu'on souvent, on se retrouve avec d'autres amis: «Mais si, il était là, bien sûr, rappelle-toi, et cetera». «Mais non, il était pas là, bla». Ce genre de discussion interminable dans lequel souvent ça se finit avec des éclats d'énervement parce que ça touche à des choses très sensibles et en même temps on veut avoir raison. Imaginez un petit peu là les feux Mmh. d'artifice entre Mmh. les personnalités. Mais finalement, si on pense ça comme ça peut être aussi une façon, ça peut avoir un outil, thérapeutique. C'est-à-dire, reprendre un souvenir. Effectivement, la photo, elle montre une chose qui est exacte, mais nous, on veut pas ça. Nous, on veut se rappeler d'une chose qui est différente parce que si elle est différente et ben, je peux l'accepter plus facilement. Elle est plus facilement intégrable, ça me guérit. Donc ça peut effectivement, de certaine façon, in indirectement, ce numérique qui peut modifier la réalité en propageant des choses qui sont fausses, peut aussi propager des choses qui nous permettent finalement de voir le monde, façon à accepter, des choses qui sont des fois trop dures. Mais, attention à ne pas confondre ce que je dis là avec occulter des horreurs ou Oui, on bien sûr, parle bien des sûr. purement personnelles, purement, intimes là, hein, d'accord? C'est, Là, tu parles un peu de ce qu'on appelle aussi la mécanique de la résilience. C'est un moment, il faut oublier certaines choses pour avancer. Et il faut être résilient aussi pour se reconstruire et mûrir tout à ou fait. évoluer, fleurir, quoi. C'est comme une personnalité S'épanouir. C'est pas mais c'est épanouir, pour ça tout que à fait. c'est pour ça que tous ces outils, c'est comme dans tout en fait, je le répète souvent, mais, dans toutes les technologies, il y a, ben, c'est une question philosophique qui est très ancienne, hein. On peut faire et c'est très éthique, enfin ça revient à des concepts éthiques, on peut faire du bien et du mal. Ce que je reprends un des concepts, de la philosophie orientale, quand, j'avais discuté, avec un bon, un sage, on va dire, Mmh. heu, quelqu'un qui fait beaucoup de méditation. Donc, bah, par exemple, il y a plein d'exemples comme ça, mais avec un couteau, on peut guérir une personne comme on peut la tuer. Mmh. Avec le feu, on peut cicatriser une plaie comme on peut, voilà, su Mmh. en venir à tuer une autre personne, et cetera. On peut aller comme ça et bah, là, on est exactement avec la même chose, quoi. Il y a rien de Ouais. nouveau. La technologie, elle est encore là avec ses 2 faces. Éthiquement, elle peut apporter du bien comme elle peut apporter du mal. Ouais, tout à fait. Moi, je veux parler maintenant, parce que je sais qu'on est tous les 3 fans de science-fiction. Et que ce soit le cyberpunk ou le genre cyberpunk ou la science-fiction au sens large, la notion de souvenir, elle revient régulièrement. En particulier, moi, dans une œuvre que j'ai beaucoup aimée, qui est Ghost in the Shell, dont l'auteur est Masamune Shirow. Donc, dans Ghost in the Shell, globalement, les consciences peuvent se télécharger, c'est-à-dire qu'un être humain peut télécharger, finalement, la conscience, c'est un flux électromagnétique, enfin, c'est de l'électricité. Et dans Ghost in the Shell, il imaginait que l'on peut transférer sa conscience, simplement, on peut la transférer dans un corps 100% cybernétique, qui peut lui aussi reprendre de la biomasse humaine avec un cerveau euh, purement numérique, hein, purement électronique. Et dans Ghost in the Shell, il y a pas mal d'histoires où des nouveaux souvenirs sont implantés. Ils en parlent régulièrement, c'est-à-dire que lorsqu'ils font des missions top secrètes qui sont vraiment compliquées et que quelqu'un intervient dans la mission, même des fois c'est des politiciens de haut rang, pour pas qu'il y ait de risque de devenir mouché, enfin de venir raconter ce qui s'est passé ou des événements top secrets, ils le disent, ils effacent certaines parties de la mémoire. Donc ça, c'est vraiment récurrent dans Ghost in the Shell. Il y a aussi dans Netflix, il y avait le roman qui s'appelle Altered Carbon. Je ne sais pas si vous Mmh. l'avez vu, Oui. qui Mmh. parle aussi Oui. de transfert de conscience et aussi de manipulation de souvenirs. On peut te créer les souvenirs que tu souhaites. Alors dans Ghost in the Shell, c'est vraiment récurrent parce que même dans n'importe quel épisode ou dans le manga, régulièrement, ils disent OK, là, je vais te mettre des bons souvenirs de ce qu'on vient de faire. Comme ça, tu verras, tu seras super apaisé quand tu puiseras dans ces souvenirs. Ça va t'aider à avancer. Ils en parlent. Il dit, de toute façon, je peux t'en parler maintenant parce que vu que je vais procéder à ce. Alors, c'est souvent des gens qui ont qui ont hacké un cerveau parce que tu peux pas non plus dans ce monde aller modifier les souvenirs de tout le monde. Dans Ghost in the Shell, on appelle ça un cybercerveau. Toutes les personnes qui sont propriétaires d'un cybercerveau, il a des protections, mais dans le cas de Ghost in the Shell, qui suit une équipe de forces spéciales dans la police, il signe en rentrant dans cette
unité d'élite, que leur cybercerveau appartient à la police. Donc eux, ils se font régulièrement manipuler leurs souvenirs, comme je le disais, soit pour ne pas retenir des informations confidentielles ou ultra secrètes, ou bien simplement pour oublier un mauvais moment. Et je voulais dire aussi, dans Cyberpunk 2077, il y a cette notion-là de hack de souvenirs. Le héros peut, selon qui tu choisis, parce qu'il y a trois trames d'histoires différentes, mais voilà, en gros, on peut venir t'implanter des faux souvenirs, on peut venir faire beaucoup de choses avec les souvenirs. Donc, est-ce que c'est ce que nous vivrons réellement là d'ici 30, 40 ans, 50 ans? Je ne sais pas. Là, on n'est pas. Là, je lance un peu le débat très loin. Neuralink et Elon Musk, bon, pour l'instant, c'est pas non plus du fantasme, c'est en train d'arriver. Donc, est-ce qu'on pourra venir stimuler la zone précise du cerveau qui stocke les souvenirs d'ici 10 ans? Je ne sais pas. Alors, Ouais. je trouve que Ghost in the Shell, j'aime bien cette référence parce que tu voulais peut-être commencer, Adrien. Bon, j'ai juste donné 2 références de plus parce qu'il y a quand même le gros classique Total Recall qui est là-dessus aussi, même si c'est pas une conscience complètement uploadée, mais il y a quand même ces souvenirs injectés. Et puis je crois que Eternal Sunshine of the Spotless Mind, je crois que c'était aussi là-dessus, un beau film. Et juste, je voulais mentionner aussi une expérience de pensée qui est intéressante par rapport à ça. Imaginons que votre cerveau, on veuille lui ajouter un petit supplément. Enfin, en gros, on commence à... Mettons qu'on sache faire un neurone artificiel et on copie un de vos neurones en artificiel et après, on supprime le neurone biologique originel. Et puis, on fait ça avec un deuxième et on rétablit les mêmes liaisons qu'il y avait. Et puis, avec un troisième, etc., etc. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, votre cerveau il soit à 100% du côté artificiel. Est-ce que vous aurez les mêmes souvenirs, vous serez la même personne ou pas? Mais on ne l'a pas fait, on n'a pas encore la réponse, mais c'est intéressant d'y réfléchir. Et juste, j'ai lu un papier aussi scientifique il y a quelques mois qui montrait, et là, il faudrait voir où ça en est depuis, parce que c'était il y a 1 an, je pense quand même, qu'on arrivait maintenant, grâce à des IA assez perfectionnées et des capteurs qu'on met sur notre tête, on arrive à comprendre, c'est pas vraiment les souvenirs, mais c'est pas loin, parce qu'on s'approche un peu de l'imaginaire des rêves. On arrive à recréer à peu près, hein, le contenu d'une scène que quelqu'un regarde sur une télévision. Donc une personne regarde une scène sur une télé. L'IA n'est pas du tout consciente de ce que la personne est en train de regarder, hein, ça serait tricher évidemment. L'IA, elle a juste les capteurs sur la tête et elle essaie d'inférer. Et en fait, elle arrive à décrire de manière évidemment imparfaite, mais quand même, il y a un petit début de résultat. Elle arrive à dire, il y a quelqu'un qui est en train de voler dans les airs ou je sais pas quoi. Enfin, je vous donne des exemples pourris. On pourra peut-être faire des émissions plus poussées là-dessus, mais on commence à faire le rêve des méga corpos cyberpunk, c'est-à-dire savoir ce qu'il y a dans la tête des gens, quoi. Ouais, non, c'est fou ça. Alors, moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit, Adrien, avant. Là. Je trouve ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui, ton expérience de pensée, quelque chose qui a déjà, qui fait couler beaucoup de réflexions, beaucoup de jus de cerveau. Mais effectivement, je me rappelle, en philosophie, donc les Grecs avaient déjà réfléchi à ça, et pas que eux, en fait, d'ailleurs. Mais une des questions, un des exemples qui avait été pris, c'est avec un bateau. Les bateaux, à l'époque, c'est des objets qui ont besoin de vivre longtemps, c'était primordial. Effectivement, un jour, il y a un mât qui casse, on va le remplacer. Il y a une planche de la coque qui se casse, on va la remplacer, etc., etc., au fur et à mesure. C'est une analogie, hein. Alors le bateau, genre si on fait comme ça, 30 ans plus tard, j'exagère peut-être, mais il n'y a plus aucune pièce d'origine sur le bateau. Pourtant, c'est exactement le même, il a les mêmes fonctions, il fait exactement la même chose. Alors, est-ce que c'est le même bateau d'origine ou pas? Question. Et aussi dans en bouddhisme, quand on voulait répondre à la question de la réincarnation, c'est la fameuse anecdote, ou parabole, ou histoire, je ne sais pas comment le dire, du flambeau. Donc, une personne qui fait la garde dans un château, il a une torche, hein, donc une torche avec une flamme, hein, et effectivement, à un moment donné, il doit passer la torche. Enfin, la torche, à un moment donné, elle s'arrête et il faut rallumer une autre torche. Le feu de la torche précédente, c'est toujours le même feu ou pas? Enfin, voilà, toujours cette question de savoir, mais c'est une question qui est ouverte, on ne peut pas vraiment y répondre, mais c'est une très, très bonne question. Et la question, effectivement, donc, qui
tout à fait relié à les consciences. Est-ce que finalement, la conscience, on peut, si on la passe, si on fait une copie de nous-mêmes, même biologiquement, génétiquement ailleurs, est-ce qu'on est la même personne ou pas? Bon, un élément de question, mais là, c'est très, très faible, hein, très petit. C'est la question des jumeaux, parce que physiologiquement, ils sont théoriquement exactement les mêmes. Mais après, l'environnement va faire qu'ils n'ont pas le même cerveau, parce qu'ils n'ont pas la même expérience, la même mémoire, etc. Bon. C'est simplement pour donner un peu de réflexion, on va dire, à cette question. Et je reviens sur effectivement la référence de Ghost in Shell, que je trouve très, très intéressante. Je crois que c'est Mamoru Oshii, je pense, non, qui avait réalisé le film. Et, Oui, et Ghost in the Shell, ça veut dire tout, quoi. Ça relie en plus ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire, effectivement, ce shell, quoi, hein, c'est une coquille. Et à l'intérieur, un ghost, c'est quelque chose qui est immatériel. Donc, cette notion entre le matériel et l'immatériel, à quel niveau on peut se l'approprier? Je sais que les neurosciences, je parle en référence avec un livre que j'ai lu de Boris Cyrulnik récemment, qui dit que, bon, lui, hein, il écrit son livre et en toute honnêteté, hein, il explique les choses telles qu'elles sont. Et en neurosciences, si on associe finalement une sensation, un sentiment ou peut-être une mémoire, un souvenir, un système purement physiochimique, hein, physiologique et chimique, et ben, le fait de dire un mot, ça change le matériel. Donc, finalement, on va dire cette chose immatérielle qui est un mot, se matérialise en ces réactions chimiques qu'il y a dans le cerveau, qui marquent profondément le cerveau. Donc, en fait, tout est matériau, tout est matière. Bon, on prend pas, hein, finalement, ça peut affecter beaucoup de gens qui croient en l'âme et autres, hein. C'est une hypothèse comme une autre. Mais moi, j'ai beaucoup aimé dans Ghost in Shell, c'est que cette capacité à pouvoir recréer des personnalités, ou mieux encore, quand les personnes elles discutaient, dans le film, on pouvait aussi hacker des robots, c'est-à-dire les robots étaient persuadés qu'ils étaient des êtres humains d'une certaine façon, parce que ils avaient, Oui, j'avais un axe, ils avaient c'est un vrai. enfant, ils avaient une femme, tu vois ce que je veux dire? Ça va aussi dans l'autre sens. C'est ça que je trouvais ça très, très intéressant, parce que est-ce qu'un jour on serait capable aussi de dire à une machine, à convaincre une machine que c'est un être humain, alors que non. C'est pour ça que je trouve que cette nouvelle est intéressante, parce qu'elle prend aussi dans l'autre sens. Et ces thèmes de science-fiction très régulièrement sont très récurrents, hein. Mais d'ailleurs, Ouais. juste, je vois un petit truc de vocabulaire qui peut être intéressant. Je sais pas de quand date Ghost in the Shell, mais Ghost dans l'informatique, pendant des années, ça a aussi eu le sens. Alors, aujourd'hui, on ne fait plus trop ça, mais On en fait c'était un peu encore. le fait de faire une image, de faire une copie d'un système pour pouvoir le réinstaller facilement sur d'autres machines. Donc, on peut considérer que peut-être Ghost, dans ce cas-là, c'est juste la copie d'un cerveau humain qu'on va pouvoir dupliquer à loisir sur plein de cerveaux, de coquilles vides, de cerveaux positroniques à la Asimov. Oui, exact. Et comme on les met dans une technologie qu'on peut manipuler, parce que le cerveau, on le fabrique pas, on sait pas comment le fabriquer. Par contre, un disque dur ou une machine ou autre, on l'a fabriqué, on sait comment ça fonctionne. Du coup, on peut le modifier, on peut modifier ses souvenirs, on peut modifier la personne comme on le souhaite, quoi. Certains contrôles encore tout à fait. Ouais, moi, je voulais juste Et rajouter, je sais qu'il y a une juste autre pour... référence qui est intéressante aussi, qui a pas, qui peut être citée aussi, c'est, je sais pas si vous avez vu ce film Johnny Mnemonic, c'était avec Keanu Reeves. Et en fait, les gens, là ça c'est plus du transhumanisme, mais les gens se greffaient un disque dur dans le cerveau, dans le crâne en fait, qui permettait d'étendre la mémoire de la personne. Ouais, donc c'était pour compléter les références. Il y a aussi des aspects transhumaniques. Tout à fait. Moi, je voulais simplement rappeler aussi quelques scènes qui m'ont beaucoup marqué dans Ghost in the Shell. Donc, effectivement, on peut prendre aussi le contrôle d'une personne pour simplement lui faire commettre un acte répréhensible, hein. Alors maintenant, si on partait dans un délire conspi, il y a tout l'univers du MK Ultra. Sauf que dans Ghost in the Shell, vu que tu peux hacker un cybercerveau, tu peux faire quelque chose à quelqu'un contre sa volonté, même si une partie du cerveau reste lucide, mais n'a plus accès à sa biomécanique. Et donc, il y a beaucoup de scènes comme ça dans Ghost in the Shell où quelqu'un
idéalement, il y a pas mal de cas où ils hackent des bodyguards de chefs d'État. Hein. C'est ce qu'ils cherchent à faire quand il y a des coups d'État ou des choses comme ça, des attentats. Moi, par exemple, une scène qui m'a beaucoup marqué, que j'avais beaucoup aimé, tout simplement, c'est que des fois, l'escouade du Major Kusanagi, l'héroïne elle est super forte, donc ils se font rarement hacker, eux, parce qu'ils ont les meilleurs pare-feux, ils ont les meilleurs contrôles de sécurité, parce que c'est l'élite de l'élite dans l'univers de Ghost in the Shell, quoi. Major Kusanagi et toute son équipe. Et il y a un cas rare où un des membres de l'équipe se fait hacker. J'avais adoré cette scène parce qu'ils sont là, calmes comme ça, et le personnage qui se fait hacker, il dit « Oh, attends, il y a mon téléphone qui sonne ». Et il prend son arme, son flingue, et il le tient comme ça en parlant au téléphone. Et là, il le regarde, il dit ils comprennent, là c'est un hack. D'abord, ils se disent peut-être une blague, c'est bien, ils font un léger temps, peut-être qu'ils s'amusent, et il parle, il dit « Papa, c'est toi qui m'appelles ?» Et là, Major Kusanagi, il dit « Son père est mort il y a 10 ans ». Et donc là, il y a aussi une notion de souvenir, tu vois, il y a quelque chose le hack le virus qui prend le contrôle de ce caractère, vient chercher un souvenir, lui fait remonter à la surface, et en même temps lui fait faire autre chose, parce qu'il a son arme. Mais comme il a des pare-feux très puissants, il ne prend pas son arme pour tirer tout de suite, parce que dans Ghost in the Shell, quand tu te fais hacker, tu prends ton arme et tu tires tout de suite sur la cible que le hacker a voulu t'implanter dans la tête. Là, il a des gros pare-feux, donc il a un souvenir protecteur qui est celui de son père. Après, ils expliquent un peu ce qui s'est passé. Donc, il y a comme un souvenir qui est venu le protéger, tu vois. Sauf qu'il il répond au téléphone avec son flingue. Et autre chose que je voulais rajouter, parce que si on nous écoute, et pour ne pas se faire détruire dans les commentaires, le Ghost in the Shell, c'est inspiré du Neuromancien de William Gibson. C'est le premier roman de science-fiction où il parle de la matrice. Il y a une sorte de réseau Internet, donc c'est en 1984. J'ai fait une recherche rapide pour être sûr de l'année, mais voilà, simplement. Et même Altered Carbon, quelque part, c'est inspiré. Voilà, le Neuromancien, c'est le premier livre qui a posé un peu les bases. Alors, il y a les prémices de la notion de transfert de conscience, et puis le fait de se projeter comme dans un monde astral au niveau spirituel, mais se projeter entièrement aussi dans un Internet sensoriel, quoi. Oui, de toute façon, toutes ces références, elles proviennent des mêmes, finalement, hein, elles remontent à des réflexions, elles remontent à des narrations d'histoires très anciennes, qui reposent très certainement sur des réflexions qu'il y a eu chez des personnes bien avant nous. Donc, évidemment, il y a Ghost in Shell, disons qu'il y a cet apport artistique qui est quand même très, très, voilà, très particulier, quoi. Et je pense que tous les trois, on apprécie beaucoup le travail de Mamoru Oshii, mais effectivement, l'histoire, elle prend des références sur d'autres. D'ailleurs, tous ces films, même Altered Carbon, tout ça, c'est inspiré des nouvelles de Philip K. Dick. Pareil pour Total Recall, hein. C'est pareil, c'est Philip K. Dick. C'est d'ailleurs un romancier de science-fiction incroyable. Si les gens ne connaissent pas, allez-y, il faut les lire. C'est des nouvelles qui ne sont pas très longues, en général très courtes, mais très puissantes. Il y a beaucoup c'est très intéressant, quoi. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, c'est une série qui n'a pas trop marché, mais à la suite de Black Mirror, qui a eu un succès fou, ils ont fait une série sur les nouvelles de Philip Dick qui s'appelle Electric Sheep, basée sur... voilà. Et c'est sur Prime, et franchement, c'est pas mal. Alors parfois, ça fait un peu vu et revu, parce que comme il est fondateur sur plein de trucs, c'est ça. On peut se dire « Ah, mais ça a été retraité ». Oui, mais enfin, c'est lui qui l'a fait en premier. C'est lui qui a l'origine. Mais ça reste, franchement, ça reste sympa comme série, je la conseille. Mais c'est un peu comme Nosferatu. Je ne sais pas, vous avez vu Nosferatu là au cinéma? J'ai vu le dernier, ouais. J'ai vu le premier de 1922, je l'ai revu il y a un an, donc je l'avais un peu bien en tête, et j'ai revu le nouveau. C'est intéressant parce que quand tu regardes Nosferatu, tu te rends compte qu'en fait, tous les films, finalement, même dans l'ancien, quoi, tous les films d'horreur, ils prennent source sur des éléments du film original, quoi, et qui le développent après pour faire d'autres longs métrages, que ce soit L'Exorcisme, que ce soit, enfin, c'est impressionnant, quoi. La source d'inspiration, elle est, voilà, des fois, ça part d'une œuvre fondamentale qui après se décline complètement. Et pour Ghost in the Shell, ce que je voulais rajouter, c'est que
Pour moi, typiquement, c'est l'œuvre de science-fiction qui m'a fait m'interroger sur le souvenir, déjà il y a une dizaine d'années, et même une vingtaine d'années. Hein, nous, quand on a découvert le film en Ah oui, 1995. ça remonte un peu. Et oui. C'est que finalement, le souvenir, déjà, par essence, c'est vaporeux. Un souvenir, c'est vaporeux. Et quand j'ai fait l'introduction du podcast, c'est vrai, j'étais un peu schématique, mais volontairement. C'est-à-dire, il y a les bons souvenirs, ceux que l'on a créés sans le smartphone et naturellement, comme des hommes du XXe siècle, je dirais, de manière caricaturale. Et il y a les mauvais souvenirs, mais je fais exprès de caricaturer. Tous ceux qu'on a capturés avec le smartphone, ils sont jetables, ils sont effaçables. Finalement, on ne s'est pas imprégné au niveau émotionnel parce qu'on dit c'est le smartphone qui va s'en charger de le capturer. Donc moi, finalement, j'arrête de regarder la scène parce que c'est vrai qu'on n'a pas assez insisté. Quand je tends mon smartphone, l'objet se met en intermédiaire avec moi et la vie. En fait, finalement, j'arrête de voir la scène au premier plan. Moi, récemment, j'ai vu le feu d'artifice à Marseille. Je me suis forcé à ranger le smartphone pour voir les drones, voir les explosions, voir le spectacle droit sous mes yeux, et autour de moi, tout le monde avait le téléphone à la main. Et quand j'allais le prendre, j'ai senti que j'allais me couper de vivre le moment, de sentir les odeurs, voilà. Et du coup, il ne faut pas occulter, c'est ça que je voulais insister là-dessus. Et Ghost in the Shell, moi, ça m'a beaucoup remué. C'est qu'un souvenir, c'est vaporeux. C'est-à-dire que même un bon souvenir, on va dire, celui qui a été fait de manière naturelle, il reste fragile, il peut, pour des raisons aussi de résilience, être effacé de ma mémoire parce que c'est nécessaire pour que j'avance. Dans le futur, on pourra peut-être venir me les trifouiller avec des puces, je ne sais pas, Neuralink, puissance 1000 ou autre chose. Voilà, ce que je veux dire, c'est que finalement, on parle de quelque chose qui est très vaporeux, qui est très élusif, qui est impalpable, qu'on ne peut pas saisir. Donc, par nature, c'est quelque chose de tellement flou et tellement personnel à chaque personne là, depuis qu'on échange, finalement, on discute de quelque chose de très subtil. Mais C'est marrant. Pardon. ouais, je voulais juste rebondir sur Neuralink parce que je trouve que c'est un truc que j'ai hâte de voir. Alors, je suis pas fan d'Elon Musk, mais est-ce qu'un truc du genre Neuralink pourra vraiment piocher de manière objective un souvenir, ou est-ce que même lui, il sera obligé de susciter la recréation du souvenir comme on le fait nous-mêmes et être à l'affût à ce moment-là pour choper l'image qu'on va en recréer? Je pense que ça risque d'être autant subjectif qu'une autre, mais après ça, il faudra tester pour voir. À titre personnel, je pourrais expérimenter cette différence bientôt, parce que quand j'ai fait ma grosse marche à travers l'Allemagne qui m'a duré 3 mois, alors c'était en 2011, donc j'aurais pu avoir un smartphone, mais je n'en avais pas. Enfin, juste le soir, j'écrivais ce que j'avais vécu dans la journée, et j'écrivais parfois des petits poèmes qui étaient un peu l'équivalent de mes appareils photos, mes photos. Donc j'ai aucune photo de tout ça, mais j'ai écrit chaque jour, voilà, comme un journal, que je n'ai jamais relu depuis, ça fait bientôt 15 ans. Donc je vais le lire l'année prochaine pour les 15 ans, et je me demande à quel point je vais me dire: «Quoi? J'avais écrit ça? Quoi? J'avais pensé ça?» Parce que ça m'est déjà arrivé quelquefois de faire j'ai jamais tenu de journal intime, quotidien, mais ça m'est arrivé d'écrire des textes dans les années 2005 à 2010, et quand je retombe sur ces textes, parfois je me dis: «Mince, mais je me serais pas rappelé de tout seul, sans relire ces textes-là, je me serais pas dit: «À cette époque-là, je pensais comme ça». Parfois, ça peut être assez surprenant, on peut Oui, vraiment, c'est vrai. Ouais, Du coup, ça relie un petit peu avec ce qu'on a dit au début. Alors, la question du Ghost in the Shell, et toute cette œuvre qui dit finalement qu'on pourrait, enfin, il y a peut-être cette capacité à rentrer dans le cerveau d'une personne, si c'était possible, de changer ses souvenirs. En changeant ses souvenirs, on change sa mémoire et on change son identité. Et comme tu dis, effectivement, les souvenirs sont élusifs, c'est très vaporeux. Pour reprendre les termes bibliques, c'est de la buée, hein. Et en fait, et effectivement, si ces souvenirs, ils s'en vont, qu'est-ce que nous, on devient? Et alors finalement, si on ne se rappelle pas de certains souvenirs, on change nécessairement parce qu'on va s'appuyer sur d'autres souvenirs. On n'est jamais les mêmes. On n'arrête pas de changer. Donc, cette illusion finalement qu'on a à penser que le moi, il est intrinsèquement immortel, ne changera pas tout le long de notre vie, c'est complètement faux. Et en fait, oui, comme c'est suggéré, comme le suggère Adrien d'ailleurs, qui relit ses textes en Ça va être 2005. intéressant comme expérience, Qui franchement. j'étais en 2005, qui je suis aujourd'hui, et on voit pas les mêmes choses de la même façon.
c'est un peu comme des films. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on nous disait, enfin, souvent on se dit, regarder ou voir cette expression, voir avec des yeux d'adulte. Parce qu'on a vu des films souvent quand on était enfant, Mmh. plein de films de science-fiction. On les revoit à 20 ans, on les voit plus de la même façon, on les comprend plus de la même façon. Pareil à 30 ans, pareil à 40, etc. Parce qu'on n'est plus la même personne. Finalement, le film, lui, il n'a pas changé, c'est le même. Et nous, Ouais. par contre, on a changé, on n'est plus les mêmes personnes. Pourtant, on a cette illusion de penser qu'on est toujours cette même personne. C'est assez incroyable finalement. Donc, si on reboucle sur la réflexion du début, ben oui, effectivement, notre mémoire, elle est très très malléable. Et les souvenirs, c'est de la buée, c'est élusif, c'est vaporeux. Et on vit avec ça donc, tout le temps. Donc, finalement, on pourrait imaginer que ces technologies qu'on a créées, ces téléphones, ces objets numériques, c'est peut-être parce qu'en anglais, on a ce terme là pour dire greedy, j'aime bien parce qu'on ne retrouve pas exactement la même façon en français, mais on veut vraiment s'assurer qu'on est toujours la même personne et on pense que si on met ça dans des supports qui sont eux immortels, on est sûr que les objets numériques ils vont nous survivre, etc. Et ben, on les regarde et on se force à être cette même personne qu'on a toujours été et on restera cette même personne, on ne changera pas. Alors que finalement, ben, la nature, ben, elle est peut-être différente finalement, je ne sais pas. Pour amorcer un début de conclusion, finalement, je reprends ce que tu as dit quand tu as pris la parole après mon intro. Le souvenir, en tout cas, on en choisit soit délibérément, soit inconsciemment, mais on choisit certains souvenirs parce que finalement, c'est des pierres angulaires, c'est un édifice pour construire la personnalité, qui nous sommes. J'ai ce souvenir de ça parce que c'est moi, ça me correspond, j'ai fait tel acte, donc ça correspond à qui je veux être et j'en ai le souvenir bien vivant parce que j'en ai besoin d'aller les convoquer, ces souvenirs, simplement pour m'affirmer dans mon identité d'être unique. Et les smartphones parachèvent cela en permettant carrément, avec Facebook, Instagram, de se faire une constellation de photos que l'on peut consulter à tout moment, simplement pour se rassurer et dire « Ok, c'est bien la personne que je suis ». D'ailleurs, on le voit des fois, il y a des gens qui changent de vie, qui effacent toutes les photos et qui repartent sur un nouvel univers. Finalement, les photos, c'est voilà, qui je suis et les Facebook, Instagram, non, c'est la même boîte. Finalement, ils ont un peu entre leurs mains qui nous sommes. Parce que quand Facebook nous dit, voilà, maintenant, un réel, c'est 1 minute. Tu auras 1 minute pour exprimer ce que… Finalement, c'est eux qui choisissent le format. Quand tu mettras des photos, ça sera telle résolution, comme ça, tel format. C'est eux qui te forcent finalement à te mettre dans des cases. Et finalement, tes souvenirs, ils sont formatés, ils sont un peu clonés aussi, ce que je disais quand j'ai pris la parole au tout début. Moi, je dis Voilà, le smartphone, il est dans cette logique du souvenir comme élément fondateur de la personnalité, mais le souci, c'est que le smartphone, derrière, c'est des GAFAM, et c'est les GAFAM qui sont un peu les sorciers, les apprentis sorciers de nos identités. Si on le voit ainsi. Après, il y a une référence J'aime bien science-fiction. l'angle conspi, moi. Oui, oui, non, mais il y a aussi une référence science-fiction qu'on n'a pas évoquée qui touche un petit peu à ce que tu dis. Bah, il y a le film Inception, je pense que vous avez dû le voir, non? Et c'est intéressant de voir que finalement, malgré tout ça, il y a quand même, je pense, cette réalité qu'on a des souvenirs qui sont dans un coffre-fort en nous, intouchables presque. Où pour y arriver, il faut passer des barrières de protection extrêmement, extrêmement fortes, qui peut-être, elles, sont voilà, notre noyau, notre matrice initiale, dans lequel tout se produit à la base. Et effectivement, il y a ce coffre-fort, il y a ce kernel ultra protégé quoi, dans notre cerveau. Du coup, là, on peut basculer un peu sur du Carl Gustav Jung. Effectivement, tous les rêves que l'on fait avec les défunts, un rêve que l'on fait avec un défunt, là, on est presque assuré que c'est un souvenir à l'encre indélébile. Et même sur le jour de notre mort, on sera encore capable de se rappeler qu'on a fait un rêve très puissant avec un défunt. Et ça, c'est des choses, finalement, qui sont dans ce noyau, comme tu disais, au fond de nous-mêmes. Et là, les GAFAM, ils ne pourront pas nous le prendre. Enfin, espérons-le, quoi. Mais c'est intéressant parce que tu regardes avec toutes les théories. Neuralink, par exemple, je veux dire, les intentions, elles sont claires.
c'est rentrer dans notre cerveau et essayer de pouvoir imaginer ce que pensent les personnes. On pourra faire un autre podcast là-dessus parce qu'il y a des analogies très intéressantes, je trouve, avec la philosophie qui revient de la mécanique quantique et autres. Mais essayer de se comprendre ce qu'on pense, essayer de comprendre ce qu'on est, on est capable de ressentir en nous. Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a et peut-être est-ce qu'il serait un jour capable d'arriver jusqu'à ce noyau fondateur de notre personnalité, de qui nous sommes. En tout cas, on y cherche, on essaye d'y arriver, on va dire. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on peut conclure, chacun peut dire 2 minutes, enfin, une petite conclusion sur qu'est-ce qu'un souvenir au XXIe siècle. Je ne sais pas, si vous voulez, je me lance. Enfin, moi, je vais simplement reprendre dans les grandes lignes ce que j'ai évoqué. C'est que je pense que, de manière un peu archaïque, j'ai l'impression que les souvenirs que l'on a construits au XXe siècle, parce que j'ai un pied dans le XXe siècle, je suis né en 1978, j'ai l'impression qu'ils ont plus de force, plus d'intensité en moi lorsque je les convoque qu'un souvenir récent, que finalement le smartphone, il m'a mis à distance d'un événement. Et lorsque je vais en vacances, maintenant, je me force à le toucher le moins possible. Bien sûr, face à un magnifique panorama, je sors le téléphone et j'essaie de faire une photo. Ou si je vois une espèce rare de plante, oui, je la prends en photo. Et là, finalement, je dirais même un côté positif du smartphone. Je conserve une trace scientifique d'avoir croisé telle ou telle espèce. Mais voilà, je fais une différence un peu cliché, mais entre des souvenirs sans le smartphone, vieux, que j'ai fait dans la souffrance, dans l'authenticité et la simplicité, et des souvenirs modernes qui s'effacent en un clic, un peu comme une amitié Facebook qu'on peut supprimer en un seul clic. Donc, je dirais ça. Et puis, voilà, la crainte que le futur ouvre la porte à des apprentis sorciers qui puissent nous manipuler avec de faux souvenirs ou des souvenirs trafiqués. Voilà. On verra ce qu'il se passe. Pour l'instant, c'est que des craintes. Mais je dirais que le souvenir au XXIe siècle, si le souvenir est déjà vaporeux, déjà par son essence, je dirais qu'au XXIe siècle, il est en danger, quoi. Il est en danger parce que voilà, il est entre les mains des GAFAM, selon moi. C'est eux qui contrôlent le monde et il faut rester vigilant. Et notre acte libérateur, finalement, il est très simple. Il est très simple. Il suffit simplement de laisser le smartphone dans la poche lorsque l'on vit un moment fort. C'est tout. Donc, on peut reprendre le pouvoir très simplement. Donc, je vous laisse la main. Ouais, dans ce qu'on a dit récemment, je voulais rebondir sur ces souvenirs, c'est ce que tu viens de dire aussi, les souvenirs gérés par les GAFAM, formatés comme ceci, comme cela, ce sont aussi peut-être des éléments qui ne sont pas vus comme des volontés de créer un souvenir par les gens qui le font, mais ça a peut-être plus une dimension sociale de montrer que je vis ceci, montrer que je vis cela, et que ça n'empêche pas forcément, alors c'est une question ouverte, je ne sais pas, je n'ai pas 20 ans pour savoir comment on le vit aujourd'hui, mais ça n'empêche peut-être pas d'avoir d'autres formes de souvenirs qu'on se crée à côté. Et je ne serais pas étonné si les jeunes avaient déjà, pour beaucoup d'entre eux, ce réflexe de ne pas tout photographier et pas tout filmer. Mais ça, je ne sais pas. Je sais pas. Et par rapport à l'avenir, oui, c'est vrai que ça fait un peu peur quand je disais ce que déjà des gens font avec Photoshop pour censurer des photos, même si effectivement nos souvenirs s'autocensurent aussi biologiquement. Mais quand on trafique des choses qui peuvent être aussi visibles par d'autres, qu'est-ce que ça va être quand ça sera accessible pour tout à chacun, même avec des vidéos ça peut donner des choses qu'on ne connaît pas encore, on verra bien. Ça peut être rigolo, mais ça va être un peu le boxon. Voilà pour moi. Alors moi, pour conclure, effectivement, je m'aligne avec tout ce qui est dit finalement et oui, je pense qu'en fait, il faut voir aussi ça comme un outil, un outil de communication sociale, auquel nous, on n'est peut-être pas, très, familiarisés parce qu'on n'a pas grandi enfin, oui, pas vraiment dire qu'on est né avec, grandi avec, Non. mais effectivement, c'est peut-être une façon de communiquer qu'ont les nouvelles générations que nous,
on n'a pas. Et c'est normal qu'on ait aussi des réticences parce qu'on a connu autre chose et on pense que c'est toujours bien que les nouvelles générations connaissent ce que l'on a connu. Mais bon, il ne faut pas que ça soit du conservatisme, mais plus de l'ordre de la conservation, c'est-à-dire montrer qu'il existait des choses différentes avant et que ça peut être une source d'inspiration pour l'avenir. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce que je dirais, et moi je le sais de plus en plus souvent, c'est que effectivement, plus que même mettre le téléphone ailleurs, c'est même ne plus réfléchir, se dire qu'on a un téléphone avec nous et se dire que s'imaginer que c'est notre cerveau qui prend des photos. Voilà, on est dans une situation où on se dit, ben, c'est pas moi avec mon téléphone qui prend une photo, c'est mon cerveau qui prend une photo. Et ce qui est en train de se passer, je le garde dans ma tête. Il est là. Essayez de faire cet exercice. Tout le monde peut le faire d'ailleurs, se dire, je prends la photo. Je me concentre, mon cerveau, hop, je prends la photo de cet événement. Peut-être pour une façon de se rééduquer à se remémorer des choses sans devoir passer par un outil numérique qui est peut-être trop présent dans notre environnement. Il y a cette notion de se dire voilà, renouer avec les choses qui nous entourent et ne pas les vivre nécessairement à travers un objet numérique coûte que coûte, quitte à peut-être ne pas se dévoyer un petit peu d'un mode de communication ultra numérique comme on le vit aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est une très belle image. Peut-être que ça peut être le mot de la fin. Prenons des photos avec notre cerveau. Ouais. C'est paraît évident, mais c'est vivons, quoi. Prenons des photos avec notre cerveau. En tout cas, je vous remercie, les amis, pour cet échange super intéressant et on dit à bientôt pour un prochain podcast. À bientôt. Merci, à bientôt. Bye. C'est un plaisir.